faire ici? Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Cap présidentiel 2020 ouvre aujourd'hui une lucarne sur l'avenir politique de Guillaume Soro à quelques encablures de la présidentielle d'octobre 2020. L'ex-chef rebelle, ancien Premier ministre et président du Parlement peut-il se fondre dans une alliance à trois têtes avec Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo? Le débat est ouvert et je vous présente nos deux consultants sur le plateau. Pierre Kwame, rédacteur en chef du site d'information ivoirematin.com, et en face de lui Traoré Yaya, secrétaire général de la mouvance Kidba Fouré Soro. Alors merci à vous de nous rejoindre sur 2FTV. Également à vous qui nous suivez depuis chez vous. Alors tout de suite, monsieur Traoré Yaya, vous qui êtes membre de GPS, est-ce que vous avez été surpris de vous retrouver dans l'opposition? Avant tout propos, bonsoir d'abord. Avant tout propos, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui vient de nous quitter. Certes, nous sommes en politique, mais nous sommes des frères. Je voulais dire sincères condoléances à sa famille biologique, à sa famille politique, le RHDP, Yako, à toute la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la question, il faut dire que je vais revenir un peu en arrière, si vous le permettez. En politique, les alliances se font et se défont. Et souvenez-vous que la première alliance politique en Côte d'Ivoire date de 1995, où le président actuel, le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo ont formé une alliance qui a été donc le boycott actif. Et donc, ça c'est l'historique. Si on remonte un peu dans le temps, vous verrez que également encore le président Alassane Ouattara s'est allié avec le président Henri Konan Bédié dans une alliance qu'on appelait RHDP à partir de 2005, qui complétait donc le RDR, le PDCI, le MFA, l'UDPCI, et après le PIT et l'UPCI se sont joints. Donc, je veux dire que les alliances politiques se font. Et aujourd'hui, le GPS, le leader générationnel Guillaume Kibafori Soro, nous a dit que nous sommes aujourd'hui à l'opposition. Pas parce que nous sommes perdus, non. Bien au contraire, nous sommes sur le terrain. Et étant à l'opposition, en tout cas, nous allons travailler pour pouvoir remporter les élections présidentielles. Mais je veux dire, de façon concrète, vous étiez au pouvoir pendant tout le temps qu'a duré la gouvernance de M. Ouattara. Oui. Ce n'est que vers 2018, vers la mi-2018, que les frictions ont commencé à se faire jour. Alors, vous qui étiez membre de l'appareil de décision de l'État, est-ce que vous vous attendiez à ce que du jour au lendemain, vous vous retrouviez dans une posture d'opposition face à vos anciens alliés? Bon, ben, disons que en politique, on dit jamais, jamais. Et puis dans la vie, rien n'est éternel. On ne peut pas prévoir ce qui viendra demain. Mais toujours est-il que, étant, comme vous l'avez dit, dans l'appareil politique du pouvoir, on ne pouvait pas, en tout cas, s'imaginer tout de suite ce scénario-là. Mais nous sommes des êtres humains et donc c'est des choses qui peuvent arriver. D'accord. Alors Pierre Kwame, justement, Traoré nous disait tout à l'heure, il ne pouvait pas prévoir ce scénario. Tout à fait. Vous, en tant qu'observateur de la vie politique ivoirienne, en regardant justement l'évolution des choses depuis, surtout après le scrutin de 2015 jusqu'à 2018, est-ce que ce fut une surprise pour vous, mais est-ce que vous voyez venir le retrait de Guillaume Soro du RHDP? Oui, écoutez,
on voyait venir le retrait de Guillaume Soro, pas le retrait mais la rupture entre Guillaume Soro et M. Alassane Ouattara qui était le président de la République de Côte d'Ivoire, sinon qui est le président de la République de Côte d'Ivoire, parce que Soro Guillaume, en donnant sa poitrine pendant la crise post-électorale, d'abord ça a commencé en 2002 et jusqu'en 2010, après à la crise post-électorale, Soro Guillaume a en quelque sorte trahi Gbagbo qui pensait avoir Soro Guillaume avec lui pour le camp d'Alassane Ouattara. Il trahi en griffe. Voilà, trahi en griffe. Et bon, comme c'est selon, mais en même temps, quand Soro Guillaume se met au devant de cette lutte pour combattre Laurent Gbagbo, qui est en quelque sorte son mentor aussi, il ne faut pas l'oublier, son mentor. Et Soro Guillaume ne le fait pas parce qu'il aime tant Alassane Ouattara, mais Soro Guillaume se projetait dans le futur. Il se disait, M. Alassane Ouattara a un certain âge, et donc d'ici 5 ou 10 ans, je devrais être prêt à lui succéder. Et donc c'est dans ce but-là qu'il mène son combat. Lorsque le combat est gagné, il est nommé Premier ministre, ministre de la Défense. Donc logiquement et naturellement, il peut aspirer au poste de président de la République. Chemin faisant, on lui cède finalement, il quitte la primature et on lui cède l'Assemblée nationale en tant que président de l'Assemblée nationale et donc, selon la Constitution, la deuxième personnalité de l'État, donc le dauphin constitutionnel. Voyez-vous. Et chemin faisant encore, on se rend compte que au niveau du RDR, ça a commencé à grogner parce que Soro, qui n'était pas un militant de base, des premiers jours, des premières heures, devient du coup le dauphin constitutionnel d'Alassane Ouattara. Ce n'était pas forcément bien vu du côté du RDR. Donc il y avait des luttes intestines déjà qui se faisaient jour, auxquelles, disons, Soro Guillaume devrait faire face. Mais tout va s'accélérer à partir de 2016. À partir de 2016 où on élabore une nouvelle constitution et en ce moment-là, Guillaume Soro est carrément écarté du pouvoir, éloigné du pouvoir. C'est-à-dire, dans la nouvelle constitution, Soro Guillaume n'est plus dauphin constitutionnel, n'est plus première personnalité, n'est plus deuxième personnalité, il n'est même plus dans le circuit. Voilà, puisque selon la nouvelle constitution, le dauphin constitutionnel, c'est le vice-président et après le vice-président, c'est le premier ministre. Voilà. Et donc, en ce moment-là, Guillaume Soro savait que voilà, il n'était plus, il n'avait plus sa place au sein de l'équipe et qu'il était temps pour lui de faire chemin seul, voilà, pour pouvoir revenir au pouvoir. Traoré Yahya, maintenant que vous êtes tombé dans l'opposition, oui. Comment est-ce que les choses se passent de façon concrète? Est-ce que face à ceux qui étaient hier vos alliés, est-ce que vous sentez justement que vous pesez sur le terrain en termes de conquête de l'électorat? Merci beaucoup pour la question. En ce qui concerne le leader générationnel Guillaume Kibafori Soro, vous avez vu quand il a été forcé de quitter l'Assemblée nationale, par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu en bon fils au village. Il allait voir les parents, vous avez vu l'accueil triomphal qui a eu lieu. Par la suite, il a entamé, n'est-ce pas, une série de tournées dans le nord, à Katiola. Souvenez-vous, à Katiola et à Dabakala. Vous avez vu la ferveur que cela a créé. Par la suite, il y a eu la création du GPS, Génération et Peuple Solidaire. Vous voyez que cet élan que prenait le GPS déjà nous montre clairement qu'il a bien fait de créer ce mouvement qui va porter au soir du 31 octobre le président Guillaume Kibafori Soro comme président de la République. Alors là, vous en êtes plus que certain, selon ce qu'on peut discerner de vos propos. Il n'y a aucun doute, je veux dire que sur le terrain, la mobilisation des militants vous donne de croire et d'espérer que vous avez le bagage électoral nécessaire pour vous affirmer dans les urnes au soir du 31 octobre. Oui, aujourd'hui nous sommes au niveau du GPS à près de 400 000 au niveau du GPS. Ça, c'est 400 000 adhérents. Bon, pas forcément votants, mais c'est déjà énorme. Souvenez-vous, essayez de faire un peu les statistiques, même dans les grandes nations, ce nombre-là, c'est difficile à atteindre.
même les grands partis. Donc, je vais dire déjà, en quelques mois, le GPS a pris de l'avance. Et encore sur le terrain, en ce qui concerne la mouvance Kibafori Soro, tout comme les autres mouvances, nous sommes sur le terrain pour la création des comités citoyens locaux, les CLC. Et c'est ce qui se fait jour et nuit, partout dans les villages. Le GPS est sur le terrain pour la création des CLC. Et en dehors même des CLC, vous allez trouver certains parents comme ça qui vous diront vraiment, nous sommes aujourd'hui avec vous de cœur, nous sommes avec vous, nous sommes prêts à porter notre choix sur le leader générationnel Guillaume Kibafori Soro au soir du 31 octobre, mais nous ne pouvons pas nous affirmer vu tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors là, Pierre Kwame, est-ce que vous, quand vous observez l'évolution des choses sur le terrain, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des manœuvres d'intimidation, comme l'évoquait un peu juste à l'instant Traoré Yaya, mais également, est-ce que au niveau des partisans de Guillaume Soro, vous sentez une ferveur qui peut faire basculer les choses en octobre prochain? Bon, il est difficile de parler des ferveurs qui peuvent faire basculer les choses en octobre prochain, mais ce qui est... Pas de près de 400 000 adhérents. Oui, ce qui est visible, c'est que, bon, certains constats, il y a les cadres de GPS qui sont incarcérés. Le leader lui-même, il est à Paris, en exil. Alors, en l'absence des leaders et des cadres du parti, il est quand même difficile de faire un travail de fond sur le terrain pour mobiliser les militants. C'est vrai, ceux qui sont restés, ils essaient d'enrôler certaines personnes. Bon, je pense que quand on parle de 400 000, il y a beaucoup qui adhèrent peut-être via les réseaux sociaux, beaucoup plus via les réseaux sociaux, mais sur le terrain, c'est vraiment compliqué en l'absence du leader lui-même et des cadres qui devraient constituer un maillage au niveau du territoire national. Donc, parler aujourd'hui de victoire en octobre, disons, au soir du 31 octobre, c'est un peu ambitieux quand même, c'est un peu ambitieux, quoique pas impossible, mais pour l'heure, c'est un peu ambitieux quand on connaît un peu la cartographie des partis politiques en Côte d'Ivoire. Un parti comme le PDCI qui, malgré tout, reste encore très populaire et très ancré sur le territoire national. Quand vous prenez aussi le RDR qui est aujourd'hui le RHDP avec quelques partis voilà, qui la composent, disons qui le composent, vous voyez que le GPS, c'est un peu difficile. Peut-être le GPS peut venir jouer les troupettes. Mais vous ne croyez voilà. pas que... voilà, c'est pas impossible. Que Guillaume Soro voilà. va renverser la vapeur. Voilà. On a vu le cas d'Emmanuel Macron quand même. Oui, mais nous ne sommes pas en France. Nous ne sommes pas en France. Une dynamique peut venir chambouler tous les calculs. Nous ne calculs. sommes pas en France parce que là, pour faire la comparaison, Emmanuel Macron, il était au sein du Parti socialiste. Et arrivé à 2 ans des élections, je crois bien, il a démissionné pour créer son mouvement. Il était au four et moulin, il n'a pas été emmerdé par des ennuis judiciaires. Il a constitué son équipe comme il le fallait, avec ceux qu'il voulait, et ils ont travaillé comme il le fallait aussi pour pouvoir gagner ces élections. Et en même temps, celui qui était le candidat de la droite, il avait des ennuis judiciaires. Le président en exercice n'a pas voulu se représenter. Et donc là, ça facilitait un peu les choses pour lui. Et là-bas, la démocratie s'est effectivement exprimée en France. Est-ce le cas ici? Je crois que non, parce que le leader lui-même, il est poursuivi pour des faits qui lui sont reprochés ici. Donc il est en exil en ce moment en France. Ces cadres qui devraient, disons, faire le travail de terrain, ils sont tous incarcérés en ce moment. Et donc, je pense que voilà, c'est compliqué. Je pense que ça nous emmène justement à toucher un autre point, disons le cœur même de notre débat. Parlons justement de la possibilité pour Guillaume Soro de s'insérer aujourd'hui ou d'entrer dans le schéma d'une alliance à 3 têtes d'opposition, je veux dire, avec Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. On sait tous ici que Guillaume Soro a eu à gérer la rébellion pendant 8 ans, de 2002 à 2010. Et ce passif de rebelle, là, disons ce passé de rebelle,
et le passif que l'on lui colle justement avec tout ce qu'on peut évoquer comme exactions commises durant cette ère de belligérance-là peuvent lui être préjudiciables. Alors, Traoré Yaya, quand aujourd'hui un Ivoirien qui est jeune et qui peut-être aspire au changement vous regarde quand il est attiré par le profil de votre candidat et qu'il vous dit, c'est vrai, Guillaume Soro, il tient un discours assez captivant, seulement il a tué les gens. Je parle comme l'homme de la rue, hein. Il a tué les gens, il a tué nos parents. Qu'est-ce que vous lui répondez? À celui-là, je réponds pour dire que nous sommes des êtres humains et en tant que tel, il n'y a personne qui n'ait jamais péché. Et donc, si le péché est humain, le pardon est divin. Voilà, le président, le leader générationnel Guillaume Kibafori Soro, comme l'avait dit, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, mais au sorti de la crise post-électorale, si vous vous souvenez encore, il est le seul leader politique ivoirien qui a officiellement demandé pardon. Pardon à la nation. Et il a dit, je ne demande pas pardon parce que je suis le plus fautif, je ne demande pas pardon parce que c'est moi qui ai tort forcément, mais parce que le pardon guérit. Et je pense que ça, c'est fondamental. Les Ivoiriens doivent quand même comprendre cela. Rappelez-vous, quand il y a eu beaucoup vraiment de difficultés, déjà même au niveau de la rébellion, l'accord politique de Ouaga, Guillaume Soro a pris sur lui d'aller à l'accord politique de Ouaga. Pourquoi? C'est au nom de la paix, au nom de la réconciliation, au nom du pardon. Pendant que certains n'étaient pas d'accord. Il est parti et il a signé l'accord politique, l'accord direct avec le président Laurent Gbagbo. Ça, c'est déjà un acte de paix. Ensuite, souvenez-vous encore en 2007, quand il a fallu colmater les deux parties du pays, la flamme de la paix, il a accepté d'aller organiser la flamme de la paix juste pour ramener cette union-là au sein de la population ivoirienne. Donc je pense que c'est fondamental. Ça montre que Guillaume Kibafori Soro, le leader générationnel, c'est un homme de paix, un homme de pardon. Et voilà pourquoi officiellement, il a demandé pardon. Et mieux, il allait plus loin. Souvenez-vous, en 2018, lorsque son chef de protocole était incarcéré pour la première fois, Souleymane Kabagaté, Dissou Toussoul était incarcéré, il a dit, au nom de la réconciliation, au nom de la paix, j'irai voir mes aînés, j'irai voir le président Bédié, j'irai voir le président Alassane Ouattara, j'irai voir le président Gbagbo, s'il le faut, pour que nous nous mettions ensemble pour mettre les bases de la réconciliation, mais surtout de la nation ivoirienne. Et je pense que c'est un thème qui lui tient à cœur. Et donc aujourd'hui, nous devons aller au pardon et à la réconciliation. C'est très essentiel. D'accord. Alors Pierre Kwame, est-ce que pour vous, les 8 ans de rébellion de Guillaume Soro, c'est certainement ce torse-là qui reste toujours au travers de la gorge d'une partie de l'opinion publique ivoirienne et qui compromet peut-être les chances de celui que les partisans de GPS appellent le leader générationnel d'accéder au pouvoir d'État un jour? C'est sûr que son passé de rebelle ou bien de chef rebelle lui colle à la peau. Ça sera un rappel historique tout le temps. Ses adversaires politiques pourront l'utiliser contre lui, mais je pense que ça n'aura pas d'impact fondamental sur son électorat. Ça n'aura pas d'impact fondamental sur son électorat parce que tous les... en tout cas, ceux qui sont là présentement, quand on prend M. Laurent Gbagbo, M. Alassane, bon, lui n'est plus... Il a décidé de ne plus se représenter officiellement. M. Henri Konan Bédié, chacun a son passé, chacun a son passif. Mais bon, voilà, on accuse Guillaume Soro d'avoir pris les armes entre griffes pour tuer les Ivoiriens, selon ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, mais voyez-vous, les Ivoiriens sont... C'est pas un peuple rancunier. Les Ivoiriens ne sont pas un peuple rancunier, et donc il y a beaucoup qui ont déjà pardonné à Guillaume Soro, et les nouveaux majeurs, c'est-à-dire la rébellion a eu lieu de 2002 à
2010, bon, disons 2007 déjà, il n'y avait plus de guerre. Hein. La guerre a eu lieu en 2002-2003, je crois. Le territoire était toujours partitionné. Partitionné, voilà. Que la rébellion est allée jusqu'en 2011. Jusqu'à 2011. Et les nouveaux majeurs qui sont là n'ont pas forcément vécu toutes ces atrocités et autres. Et même au niveau de la rébellion, lorsque la rébellion existait, on a vu le président Laurent Gbagbo accueillir Soro Guillaume. Il a même été son partenaire. Il a été avec Blé Goudé. Ceux de la rébellion et ceux même de la partie gouvernementale, disons, il y avait une sorte de brassage. Voilà. Et donc, je pense que c'est peut-être ceux qui ont vraiment été marqués par cette rébellion, ils ne l'oublieront pas. Mais pour la majorité, je pense qu'ils n'en voudront pas forcément à Soro Guillaume. Et pourquoi pas, s'il incarne vraiment cette jeunesse, s'il incarne vraiment ce renouvellement de la classe politique, je pense qu'il a ses chances. Maintenant, lorsqu'il va se retrouver, ils vont se retrouver entre eux jeunes, c'est-à-dire lorsqu'on aura d'un côté Soro Guillaume, de l'autre côté Blé Goudé, et d'un autre côté peut-être KKB, en ce moment-là, ce détail-là pourrait jouer, mais pour le moment, je pense que Soro Guillaume, face aux dinosaures. Voilà, face aux dinosaures, voilà, il a toutes ses chances. Surtout qu'il a même été adopté par Bédié. Du moment, il a été adopté par Gbagbo après la rébellion, il a été adopté par Bédié, il a été adopté par Ouattara. Bon, même si actuellement il y a une rupture, voilà, très conciliant et tout ça. Donc, je pense que son passé de rebelle, peut-être. Dans certaines circonstances, ça peut jouer contre lui, mais globalement, je ne pense pas que cela ait une véritable incidence sur son électorat. D'accord, je pense qu'on va aller à la pause et on revient tout juste après. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Le coronavirus ne passera pas par moi et ne limite que mes déplacements. Alors, je peux toujours apprendre en me connectant tout simplement sur www.2eftv.com. Au mieux, j'ai mon téléphone Android. Je vais sur Play Store pour télécharger l'application 2EFTV. Une fois installée sur mon téléphone, je n'ai qu'à cliquer sur 2EFTV pour suivre mes cours afin de préparer sereinement mon examen du baccalauréat. Faites comme moi. Pour ne rien rater de notre programme de téléenseignement, suivez-nous également sur nos pages Facebook et chaîne YouTube 2EFTV. Besoin d'infos? Contactez-nous au 47 49 60 90 66 61 73 47. 2EFTV, la chaîne de votre parcours, la chaîne de votre trajectoire. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Retour donc sur le plateau et je me tourne encore vers vous, monsieur Traoré Yaya, pour vous demander, vous en tant que l'un des responsables d'une des mouvances composantes de Génération et Peuple Solidaire, la machine politique de Guillaume Soro, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à assumer cette rébellion devant les Ivoiriens? Merci pour la question. Je pense que le président Guillaume Kubafouri Soro, le leader générationnel, a déjà donné une réponse à cette question. Et la réponse c'était quoi? C'était de se présenter devant la nation ivoirienne et demander pardon. Tout à l'heure, je l'ai dit, il a dit... Demander pardon parce qu'il reconnaît avoir mal fait ou demander pardon parce qu'il faut aller à la réconciliation? Bon, il a dit à un moment donné, quand on est responsable, quand on est leader politique, à un moment donné, la gestion, votre gestion fait que forcément, il y a quelque part certains qui sont peut-être lésés, qui sont touchés. Et donc, humainement et de façon, j'allais dire, normale, excusez, il est venu demander pardon à la nation ivoirienne. Pardon, pas parce qu'il est le plus fautif, je reviens encore dessus, il a dit pardon parce que le pardon guérit. Parce que si on veut rentrer dans les détails, pour savoir, franchement, on veut remonter l'histoire, vous verrez que nous n'allons pas nous en sortir. Les grandes nations sont passées par là.
Aujourd'hui, souvenez-vous, regardez bien, la France et l'Allemagne, ça va bien. Mais auparavant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le mur de Berlin. Il y a eu beaucoup de difficultés. Mais après tout cela, il faut s'asseoir et se parler. Il faut demander publiquement pardon. Et je pense que jusqu'à preuve de contraire, le leader générationnel est le seul qui l'a fait publiquement. C'est quelque chose quand même, c'est symbolique, mais c'est important. C'est important. Parce que pour aller à la réconciliation, il faut d'abord se pardonner. S'il n'y a pas de pardon, on ne peut pas se réconcilier. Comme il a dit tout à l'heure, le frère, certes, on ne peut pas forcément oublier, mais le fait de dire pardon, ça guérit. Et donc, voilà la réponse. D'accord. Alors Pierre Kwame, juste avant qu'on ne tourne cette page justement du passé de rebelle, enfin, même si on ne va pas complètement la tourner parce que c'est un peu le centre de notre plateau de ce jour, est-ce que vous pensez qu'un jour les Ivoiriens, enfin ceux qui en veulent à Guillaume Soro pour avoir conduit cette rébellion, pourront effacer ce souvenir de leur mémoire? Effacer, ça sera difficile, ça fait partie de l'histoire. Ça fait forcément partie de l'histoire, mais comme on le dit, il faut se servir de l'histoire pour pouvoir construire l'avenir. Donc il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'il y a eu rébellion en ce moment? Est-ce que Soro Guillaume est le seul fautif? D'ailleurs, quand on échange avec certaines personnes, voilà, ceux qui sont aujourd'hui les adversaires de Soro Guillaume, lui dénie parfois même le titre de père de la rébellion. Voilà, on attribue la paternité de cette rébellion-là à d'autres personnes. Voilà, pour dire que voilà, Soro Guillaume, c'est vrai, il est apparu comme le visage de la rébellion, mais ceux qui ont été marqués profondément ne l'oublieront jamais. Peut-être qu'ils ne lui pardonneront pas, disons, cette partie de son histoire, mais je pense que majoritairement... Vous estimez qu'il a été manipulé? Non, pas du tout, pas du tout. Il n'a pas été manipulé, c'est en âme et conscience, voilà, qu'il a pris la tête de la rébellion. En âme et conscience qu'il a pris la tête de la rébellion. Pour ceux qui lui dénient, moi je n'étais pas dans le secret des dieux, mais certaines personnes lui dénient la paternité de la rébellion. On l'attribue à Ibrahim Koulibaly. Voilà. On lui attribue la paternité de la rébellion et c'est lorsque lui ne voulait pas assumer cette rébellion que Soro Guillaume serait devenu ça reste encore très flou. Très flou. Mais n'empêche, Soro Guillaume a été le visage de la rébellion qu'on a connu. C'était lui qui allait négocier les accords. Mais du moment où il y a eu les accords de Ouaga, on peut dire qu'il y a eu un rachat. Il y a eu un rachat puisque c'est lui qui a tenté de pacifier un peu la zone sous contrôle de la rébellion. Il a même, voilà, effectivement, dans cette dynamique, il a failli y laisser sa vie parce que son avion a été bombardé et tout ça. Donc c'était de bonne foi. Il était vraiment engagé pour la paix. Il a même accepté de venir travailler avec M. Laurent Gbagbo qui était l'adversaire. Son adversaire de poids, son adversaire politique. Et là, les deux ont formé un bon duo de 2007 jusqu'en 2010. Voilà, on ne l'oublie pas. Mais lorsqu'après la crise post-électorale se retrouve dans le camp adverse, bon, on s'est dit que on parle de trahison en ce moment, mais je pense que dans l'ensemble, quand on voit que Blé Goudé, qui l'a reçu à La Haye, je ne sais pas si Gbagbo l'a reçu également, pas encore. Voilà, mais c'est justement là le problème, parce qu'il y a un constat qui est fait aujourd'hui, c'est que tout le monde remarque que Guillaume Soro, dans ses relations avec Henri Konan Bédié du PDCI, les choses semblent aller plutôt bien. Hein, vous le disiez justement à l'entame de cette émission que le président Bédié l'a adopté comme son fils. Donc il est même, voilà, il se dit même son protecteur et tout cela. Seulement, on a l'impression que, enfin, vous le savez, jusqu'à présent, Guillaume Soro, GPS ne fait pas partie de façon officielle de la coalition de la CDRP mise en place par le président Bédié. Ils y sont en tant qu'observateurs. Et de plus, jusqu'à présent, c'est vrai qu'on le sent là dans l'opposition, mais il n'est pas vraiment, il ne partage pas les mêmes positions
On a vu récemment le PDCI et le FPI de Laurent Gbagbo signer une plateforme d'action commune. Guillaume Soro n'y figure pas. Il ne s'y sent pas concerné de façon officielle jusqu'à présent. Est-ce que finalement l'ex-chef du Parlement est rejeté par le camp Gbagbo? Est-ce que ce n'est pas justement la présence de Laurent Gbagbo qui gêne justement à cette affiliation de Guillaume Soro dans cette opposition à trois têtes qui pourrait faire front à M. Ouattara? Non, je ne crois pas. Parce que souvenez-vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le leader générationnel Guillaume Kiwafori Soro, il a dit le président Bédié reste pour lui son parrain politique. D'accord. Le président Bédié. Le président Bédié. Et souvenez-vous encore, une fois, je pense, soit en France ou en Espagne, lors d'une crash party, il a dit qu'il est à l'opposition. Le GPS est à l'opposition et le GPS est prêt à travailler avec l'opposition. Avec donc le président Bédié et le président Laurent Gbagbo, tout comme en tout cas tous les autres partis de l'opposition. Oui, mais est-ce que le camp Gbagbo est prêt à travailler avec le camp Soro? Je viens parce que là, souvenez-vous, il a dit tout à l'heure que dans le cadre d'un rapprochement, il est allé voir le président du COGEP, le ministre Charles Blé Goudé. C'était déjà un pas de rapprochement. Il faut préciser, était son ancien camarade. C'est son ancien camarade, mais en même temps, c'est un allié, pour ne pas dire un fils du président Koudou Laurent Gbagbo. Voilà, donc déjà, ce rapprochement-là est sur une bonne voie. Et je pense que très bientôt, vous verrez que la plateforme va sortir. D'accord. Alors, voilà. Pierre Kwame, est-ce que vous sentez les choses venir à ce niveau, que l'on peut envisager un rapprochement entre Guillaume Soro et Laurent Gbagbo, peut-être à la faveur disons, des bonnes relations qui existent entre Guillaume Soro et Henri Konan Bédié? Oui, il faut dire que les plateformes se forment de façon pas assez concentrique. Hein. Vous voyez la plateforme des Bédié, où ne figure pas forcément le FPI. Il y a une alliance qui s'est tissée ou qui est en train de se tisser entre le FPI de Gbagbo et le PDCI dirigé par Henri Konan Bédié. Il y a une sorte d'alliance informelle entre Henri Konan Bédié et Soro Guillaume. Et donc, de façon pas assez concentrique, les choses vont finir par arriver. Quel est le schéma qui est envisagé? Ils iront tous aux élections si... pas extraordinaire, hein, je le dis comme ça, si pas extraordinaire, Soro Guillaume est candidat et qu'il vient effectivement participer aux élections, le schéma est simple, ils iront tous aux élections et le candidat qui sera le mieux placé au second tour, les autres vont le soutenir. Comme en 2010. Voilà, comme en 2010. Ils sont tous dans cette dynamique et ils ont tous ce schéma-là à l'esprit. Et du moment où ils ont tous ce schéma-là à l'esprit, on ne peut pas dire que, voilà... On ne peut pas nier le fait qu'ils seront quand même ensemble, qu'il y aura un accord avant les élections entre les différents partis de l'opposition. Dans le même temps, voilà. Ce n'est pas faux que dans la base militante du FPI pro-Gbagbo, qu'on appelle les GOR, les Gbagbo-riens, l'idée même de rapprochement avec Guillaume Soro semble indigestible pour beaucoup. Oh non, je pense que pas forcément. Vous savez... C'est le leader qui donne le ton. Une fois Laurent Gbagbo dit « Je suis avec Soro Guillaume, c'est mon fils, je lui pardonne tout ce qui s'est passé, nous sommes ensemble », la base va suivre. Tout dépend de Laurent Gbagbo, tout dépend d'Henri Konan Bédié. Actuellement, disons, au niveau des partis, ce sont les leaders, les présidents qui font le parti. Ce que le président dit, c'est ce que les autres suivent. Donc, pour l'alliance ou le rapprochement entre le FPI et le GPS de Soro Guillaume, tout dépend de Laurent Gbagbo. Il suffit qu'ils disent oui et les autres vont suivre, absolument. Donc à ce niveau... Traoré, vous partagez ce point de vue qu'il suffit que Laurent Gbagbo, un peu comme sur un coup de baguette magique, dise allez, on s'associe à Guillaume Soro pour que ses militants le suivent. Oui, je voulais donc revenir sur ce qu'il a dit. Effectivement, il a dit de façon extraordinaire. Non, ce ne serait pas de façon extraordinaire. Le président Guillaume Soro, le président du GPS,
est bel et bien candidat et va gagner les élections au soir du 31 octobre 2020. Malgré le mandat d'arrêt qui pèse sur lui. Oui, il y a eu un mandat d'arrêt lancé aussi contre le président Ouattara. Il n'a pas pu se présenter en voilà. 2000, Oui, mais, lorsque le mandat était... Mais il est président actuellement. Donc, après des accords... Pour revenir à la question, souvenez-vous déjà, lors à La Haye déjà, le GPS a fait partie d'une délégation. Et parlons des moindres, parce que là, sous les de Paris, il y a plein d'autres qui sont partis quand même soutenir le président Laurent Gbagbo et le camarade, comme ça on s'appelle, hein, le ministre Charles Blé Goudé. Vous voyez, déjà c'est un signe pour dire qu'il y a un rapprochement qui est en train de se faire. Mais comme il a dit, chaque leader politique quand même est autonome. Et lorsqu'il donne le ton, les autres suivent. Lorsque le président Guillaume Soro a demandé de soutenir, au nom de la réconciliation, d'aller soutenir, n'est-ce pas, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé à La Haye, hein, lors de leur jugement, ça a été fait. Et vous avez vu, comme nous, sur les réseaux sociaux, vous avez vu ce que ça a donné. Donc, pour dire que ce rapprochement est déjà fait, en quelque sorte. Mais il suffit, comme il a dit, que le président donne le ton. Et vous allez voir, si, comme il a dit, tout le monde se présente, c'est ce qui sera fait. Le président Bédié est candidat. Le président, on souhaite vivement que le président Laurent Gbagbo soit libéré totalement. Je veux dire qu'il jouisse de toute sa liberté et qu'il rentre en Côte d'Ivoire avec le ministre Charles Blé Goudé pour être candidat. Et en ce moment-là, nous espérons que quand au deuxième tour, le GPS sera au deuxième tour, suivi peut-être, on ne sait pas, ça c'est pas trop su, par le RHDP, mais là c'est pas trop su. En ce moment-là, le PDCI du président Henri Konan Bédié et le FPI du président Laurent Gbagbo devront donc soutenir le GPS parce qu'il incarne aujourd'hui quand même cette nouvelle génération. Ça peut être l'inverse. Nous sommes humbles au niveau du GPS. L'humilité, c'est notre première, j'avais dit, valeur au GPS. Nous croyons entièrement en nos chances et nous estimons que au second tour, ce sera, j'allais dire, salutaire et même important que le PDCI et le FPI s'enjoignent au GPS pour porter le président Guillaume Soro comme président de la République de Côte d'Ivoire. Mais au cas où, comme je l'ai dit, nous restons humbles, que ce serait donc le PDCI ou encore le FPI qui passe au second tour, le GPS est entièrement disponible à soutenir le candidat de l'opposition. Parce que nous sommes à l'opposition. Et quand on est à l'opposition, on travaille avec l'opposition. D'accord. Alors Pierre Kwame, dans le même temps, Laurent Gbagbo refuse toujours, enfin semble ne pas être vraiment très enclin, pour le moment en tout cas, à recevoir Guillaume Soro. Malgré tout ce qui se dit, et cela semble être la position justement de ses partisans, tels qu'ils parlent à Abidjan, même dans les cercles politiques. Pour l'heure, Guillaume Soro semble infréquentable. Est-ce que vous pensez qu'on va vers le dénouement de cette situation? Oui, il faut dire que les deux personnalités même sont dans des positions vraiment délicates actuellement. Peut-être que si Laurent Gbagbo jouissait de tous ses droits civiques et que Soro Guillaume également n'avait pas un mandat d'arrêt contre lui et qu'il jouissait de toute sa liberté, certainement que ce rapprochement-là serait déjà fait. Mais puisque les deux, actuellement, Laurent Gbagbo ne peut pas se prononcer sur les faits politiques, sur l'actualité politique de façon officielle, Soro Guillaume, ses déplacements également sont limités compte tenu du mandat d'arrêt qui pèse contre lui. Et donc c'est un peu difficile, mais certainement il y a des facilitateurs qui y travaillent. Certainement qu'il y a des facilitateurs qui y travaillent. C'est comme entre le PDCI et le FPI de Laurent Gbagbo, le rapprochement ne s'est pas fait automatiquement.
il y a des personnes qui ont travaillé à cela avant que les deux n'arrivent à... Mais je veux dire, quand même, la rancœur n'était pas aussi tenace. Mais là, on a l'impression que Laurent Gbagbo en veut à Guillaume Soro pour son rôle joué dans son extradition vers la CPI. Oui, pas forcément, mais Laurent Gbagbo sait que Soro Guillaume n'était rien dans cette extradition, disons, oui, dans son extradition à la CPI. Soro Guillaume n'a joué aucun rôle en cela. Aucun rôle. C'est plus que lui. Je pense que celui qui a joué le rôle, c'est M. Alassane Ouattara, qui était le chef de l'État, et c'est lui qui pouvait autoriser l'extradition de M. Laurent Gbagbo. Soro Guillaume n'avait rien à voir avec cette extradition. Mais même en étant Premier ministre. Non, même en étant Premier ministre. La seule chose qui pouvait, je pense que ça dépendait exclusivement de Soro Guillaume. Je parlais, ça c'est ma propre conviction. Si ça ne dépendait exclusivement que de Soro Guillaume, Laurent Gbagbo ne serait pas aujourd'hui à la CPI. Ça, c'est ma propre conviction. Et qu'est-ce qui vous fait dire cela? Voilà. Ce qui me fait dire cela, c'est que les deux personnalités, ce sont ils ont un lien historique entre les deux. C'est comme le père et le fils. C'est vrai qu'il y a eu des trahisons ici et là, mais entre père et fils, il y a des choses, il y a des bornes qu'on ne peut pas dépasser. Voilà. Et donc, il y a ce lien-là qui existe toujours entre les deux. Et quel que soit, le temps va faire son effet, les deux ils vont se retrouver. À condition que, parce que nous sommes en politique, avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau du RHDP, on ne sait jamais. Il peut y avoir une sorte de réconciliation entre M. Alassane Ouattara et M. Soro Guillaume, et les choses peuvent changer. Mais je dis bien parce que nous sommes en politique, ouais, les choses peuvent changer. Il y a déjà qui a envie de rebondir ce que vous dites, c'est voilà. Nous éclairer sur ce point. Je voulais renchérir ce qu'il a dit concernant l'extradition du président Laurent Gbagbo. Comme il a dit, si ça tenait qu'au leader générationnel, ça ne serait pas fait. Pourquoi? Souvenez-vous encore que c'est seul le président Alassane Ouattara qui a dit que personne n'ira encore à la CPI. Ce qui veut dire qu'effectivement, c'est lui qui a les leviers, c'est lui qui a les moyens, les arguments de pouvoir faire cela. Voilà. Donc si ça tenait qu'au président, leader générationnel, aujourd'hui vraiment, nous devons aller à la réconciliation. Et vous voyez, depuis tout le temps, c'est le mot pardon et réconciliation qu'il prononce. Pour dire quoi? Après toutes ces crises, tout ce que nous avons vécu, vraiment, il faut qu'à un moment donné, on arrête et qu'on passe à une nouvelle page pour construire la nation ivoirienne. Voilà pourquoi il a créé le GPS. Le GPS est un outil révolutionnaire de la politique ivoirienne. Il faut changer la manière de faire la politique. Le GPS, c'est la politique autrement. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il faut déjà oublier les anciennes méthodes. Il faut mettre fin à cette manière de faire la politique où on cherche toujours à contraindre l'autre, à ne pas accepter que l'autre développe ses idées, à faire en sorte que celui-là soit, j'allais dire, maintenu à l'écart. Il faut éviter l'exclusion, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, vous avez mentionné tout à l'heure qu'avec ce qui s'est passé, on a vu, il y a eu la crise et autres, mais qu'est-ce qui a provoqué? C'est l'exclusion. Maintenant, si 20 ans après, on revient encore avec cette même politique d'exclusion, nous pensons qu'au GPS, le GPS dit qu'il faut changer la manière de faire la politique. Il faut permettre à chacun, chaque citoyen, s'il le veut et s'il le peut, se présenter aux élections présidentielles. C'est ça la liberté. Et le président Guillaume Soro, il a dit, je me suis battu pour avoir la liberté. Et qui dit liberté, c'est dans tous les sens. Ce n'est pas seulement la liberté, j'allais dire, physique, mais en même temps, la liberté d'opinion. Aujourd'hui, nous avons nos cadres, comme il a dit tout à l'heure, qui sont incarcérés injustement. On ne sait pas pourquoi. Jusqu'à preuve de contraire. On les accuse officiellement de tentative ou de complicité dans des projets de déstabilisation. Mais jusqu'à preuve de contraire, sur la base d'écoute téléphonique. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas d'éléments. On ne nous montre pas d'éléments. Et souvenez-vous, ce sont des honorables. On n'arrête pas un honorable comme un poulet comme ça pour les jeter en prison. Il y a Soul qui est un ambassadeur.
C'est extrêmement grave. Donc c'est cette politique, cette manière de faire la politique-là que le GPS veut changer. Il faut que nous allions à la réconciliation. Et qui dit réconciliation, dit forcément pardon. Vous voyez, il a dit, parce qu'il y a un lien, il y a un lien fort entre le président Guillaume Kibafori Soro et le président Laurent Gbagbo. Souvenez-vous, la flamme de la paix, les gens voient cela de façon... Non, mais c'est très, 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 très symbolique. Pourquoi? Parce que ce n'était pas donné à tout le monde. D'abord, même l'accord politique de Ouaga, pour arriver à la flamme de la paix. Et ensuite, souvenez-vous que le président Gbagbo Laurent, il a dit « Guillaume Soro est mon meilleur premier ministre ». Donc ça veut dire que, de la primature, étant à la primature, il y a plusieurs liens. Les liens se sont rapprochés et sont devenus plus forts. Oui, oui. Voilà. Et donc, après Afinguessin, il y a eu... Voilà. Et donc, pour dire que, contrairement à ce que peut-être certains peuvent penser, aujourd'hui, nous, sur le terrain, quand nous rencontrons nos camarades du FPI Gore, ben, nous sommes totalement en phase. D'accord. Alors, vous ne pensez pas qu'il y a une sorte d'animosité entre les deux hommes? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que c'est là la position de Laurent Gbagbo qui pose problème dans cette alliance. Non, actuellement, il faut dire que Laurent Gbagbo n'a pas, comme je l'ai dit, il ne jouit pas de tous ses droits civiques. Et en même temps, il n'a pas le droit, encore pour l'instant, de se prononcer sur l'actualité nationale, politique nationale. Et lui-même, il a dit, il prendra la parole que s'il est en Côte d'Ivoire. Quand il sera en Côte d'Ivoire, je pense que d'abord, il y a un enjeu, sinon il y a une bataille à gagner au sein même de son propre parti, c'est la réconciliation entre les deux branches du FPI. Voilà, donc ça, il n'a pas... Qui est quasiment voilà. Bon, attendons de voir. Donc il y a cette bataille-là qu'il faut mener, il doit bien comprendre, même l'accord entre le PDC et le FPI, tout n'est pas encore bien cadré. Voilà, c'est juste une première alliance, disons un premier jet. Qui est, voilà, les bases de cette alliance. Il y a eu l'accord du 30 juillet, du 30 avril, après la signature de la CNPC, je crois le 3 juin. Donc je veux dire, quand même, on a évolué. Voilà, oui, on évolue avec l'autre camp. C'est vraiment difficile. Pour ce qui est de Soro Guillaume, lorsque les deux personnes seront en liberté, je pense que les choses iront d'elles-mêmes. Voilà. En liberté. De toutes les manières, ils partagent la même idéologie. C'est vrai que voilà, Soro Guillaume a flirté un peu avec finalement, Soro Guillaume a rejoint la droite libérale. Oui, mais il reste toujours un socialiste. Quand vous écoutez ses discours, son projet, il reste toujours de la lame du socialiste. Et c'est sûr que les deux vont se retrouver tôt ou tard. D'accord. Alors je pense qu'on va établir à présent, juste avant de terminer cette émission, puisque nous en sommes à la dernière ligne droite, sur l'impact que peut avoir éventuellement la matérialisation d'une alliance à trois têtes entre ces différents leaders qui, il faut le dire aujourd'hui, sont les poids lourds de la politique ivoirienne, avec, dans le même temps, M. Ouattara, Guillaume Soro, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Quel impact ou quelle force devant le parti présidentiel aujourd'hui, Traoré Yaya? Je vais dire que le GPS est une révolution au niveau de la politique ivoirienne. Et le GPS, tel qu'il a été lancé, tout le monde l'a vu au niveau des Dabakala et quand le président, le leader générationnel a fait ses tournées, est parti pour gagner les élections présidentielles d'octobre 2020. Et donc, hormis à côté de cela, au niveau du RHDP, comme l'avait dit, le RHDP unifié, parce que quand on dit RHDP, en réalité, le RHDP n'existe plus. C'est le RHDP unifié, parce que le RHDP que nous connaissons, c'est le RHDP qui composait du PDCI, de l'UDPCI. Là, vous faites allusion à la coalition. Voilà. Donc, coalition ou pas, aujourd'hui, on parle de RHDP unifié. Mais ce RHDP unifié a perdu, au niveau du RDR, puisqu'il était composé du RDR et quelques partis, a perdu plus de 80% de ses militants au niveau RDR. N'est-ce pas, qui sont plus de 80%, je vous dis. Vous avez des éléments qui vous permettent de consolider votre thèse? Nous sommes dans la population. Nous sommes sur le terrain, jour et nuit. Et moi qui vous parle, ce n'est pas... Nous sommes sur cette émission. J'étais responsable RDR. Donc, vous voyez, du coup, nous nous connaissons bien.
Ils vont dire la même chose. Hein, et donc, comme je vous dis, oui, aujourd'hui, à un moment donné, le RHDP unifié s'est dit vraiment consolidé avec la défection du PDCI, des cadres du PDCI. Parce qu'il y a aussi une chose que les gens doivent comprendre. Certes, quelques cadres peuvent partir, mais la base reste. Parce que nous sommes, comme je l'ai dit, dans la population. Et à un moment donné, j'échangeais comme ça avec une dame qui était responsable des élections d'un ministre, donc je vais taire le nom, qui est du PDCI, qui a rejoint donc le RHDP. Elle a dit, de toute sa vie politique, il n'a pas été ministre. S'il a l'opportunité aujourd'hui d'être ministre, il va. Nous sommes là-bas, nous sommes PDCI, et nous sommes avec lui, mais au moment venu, nous irons demander pardon à notre papa, Henri Konan Bédié, et c'est ce qui a commencé. Une révélation, hein. Oui, je vous dis, et c'est ce qui a commencé à être fait. Souvenez-vous que, à peine quelques heures, le vice-président de la République a démissionné. Vous voyez? Donc, comme le doyen l'avait dit, le restaurant a commencé à se vider. Et très bientôt, le restaurant sera vide. Maintenant, quelle est la machine? Où est la machine politique du RHDP? Ça n'existe pas. Parce que tout est en train de s'écrouler, comme l'avait prédit le leader générationnel Guillaume Cuba-Fori Soro. Il a dit, ce RHDP-là, je ne crois pas à ça. Parce que dès la première difficulté, c'est ceux-là qui vont vous laisser tomber. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, je ne vois pas la chance, je ne vois aucune chance du RHDP face à l'opposition organisée. D'accord, donc vous estimez que finalement le RHDP que vous espérez affronter ne sera que le RDR dans sa version simplifiée. Dans sa version même réduite. Pierre Kwame. Oui, il faut dire qu'actuellement le RHDP est en difficulté puisque son candidat désigné malheureusement nous a quittés et quand on observe bien, il n'y avait pas eu de plan B. Parce que c'est un candidat qui a été préparé depuis 3 ans. Voilà, et qui disparaît comme ça à 3 mois des élections, subitement. C'est vraiment un coup dur pour ce parti-là. Et en même temps, le président qui est cette figure emblématique voilà, du parti a renoncé à se représenter à nouveau. Même s'il doit revenir encore dans l'arène, ça ne sera pas avec la même détermination, ça ne sera pas avec la même envie. Et donc, quelque part, le RHDP pas fragilisé, mais pour battre ce RHDP-là, il va falloir une bonne organisation, une bonne entente au niveau des opposants. Si les opposants ne se mettent pas d'accord, si chaque parti joue un peu les égoïstes, qui se dit c'est moi qui dois qui doit mener le bal, c'est moi qui dois être le chef de l'opposition, ou c'est moi. S'ils s'entendent bien, avec une bonne stratégie, bien coordonnée, je pense que cette opposition-là peut gagner la présidentielle qui arrive. Mais s'ils vont en rang dispersé, comme on le voit un peu partout en Afrique, le RDR, disons le RHDP peut se réorganiser et retrouver, disons, des couleurs. Et voilà, ça se retrouver des couleurs, comment? Oui, retrouver des couleurs par l'organisation. S'ils arrivent à miser sur un candidat qui fait l'unanimité, qui a une bonne équipe de campagne, déjà qui sont bien implantés un peu partout sur le territoire national avec les moyens de l'État qu'ils ont, je pense que ils peuvent reprendre tout à leur avantage. Voilà, tout à leur avantage. Mais il revient à l'opposition vraiment de s'organiser, de s'entendre surtout sur l'essentiel pour aller avec une bonne stratégie pour aller à cette élection. Sinon, c'est... Parce qu'actuellement, quand on regarde le PDC, je ne sais pas s'ils ne prennent pas aux rencontres avec la CEI parce qu'ils disent qu'il y a une affaire qui est pendante devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. S'ils restent dans cette posture, qui ne prennent pas part aux rencontres avec la CEI, actuellement, à partir du 16, je crois, il y a les parrainages qui seront lancés. Et voilà, s'ils ne se mettent pas dans cette dynamique-là, après, ils seront surpris. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore investi les candidats. Il en est de même du côté du FPI, il en est de même du côté... Bon, le GPS, on sait que c'est Soro Guillaume, mais
la campagne en tant que telle, la pré-campagne en tant que telle, au niveau de ces partis-là, n'a pas encore commencé. D'accord. Voilà. On va permettre à chacun de dire un dernier mot, peut-être en 30 secondes, avant qu'on ne boucle ce numéro de CAP présidentiel 2020. On va commencer par votre Yaya. En tout cas, merci monsieur de nous avoir donné ce plateau pour parler de la situation politique en Côte d'Ivoire. Ce que je voulais dire pour terminer, c'est que Génération et Peuple Solidaire, GPS, du leader Guillaume Kibafori Soro, est bel et bien candidat aux élections présidentielles de 2020 et avec le peuple ivoirien gagnera ces élections. D'accord. Merci. Pierre Kwame. Oui, moi, ce que je voulais dire très rapidement, c'est de souhaiter que les élections, d'abord que la campagne se déroule dans de meilleures conditions, qu'il n'y ait pas d'exclusion de façon fantaisiste parce que voilà, on veut juste conserver le pouvoir, mais que le jeu démocratique soit vraiment ouvert et que ceux qui méritent d'être candidats soient vraiment candidats et que les élections se déroulent en toute transparence et véritablement dans la paix. Voilà. Ok, merci bien vous deux d'avoir été là. Je rappelle que nous parlions de la possibilité de Guillaume Soro d'entrer dans un schéma d'alliance à trois têtes avec Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié dans la perspective de l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. CAP présidentiel 2020 s'est terminé. Je rappelle que c'est une production de 2EF TV en collaboration avec Ivoire TV. On va se dire au revoir pour aujourd'hui et à bientôt. Merci. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.